ou podcast. Podcast, hey, podcast ou podcast, hey, podcast ou. Me semble la toune est pas forte. Ah, ça se pourrait. C'est pas grave, le monde va juste plus nous entendre parler, dire des mots. Yes. Parce que c'est comme pour là qu'on est ça, je pense. C'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce que je viens de dire, gros? Oh shit. Plus fou intro ever du Yes. podcast. Le délai complet, je pense. Comment ça va, Ben? Hey, grosse semaine, grosse semaine. Encore, ben là, comme j'entends, tu t'en vas voir Régine demain, toi. Ouais, je pense pas, je vais pas trop en parler, mais ça me semble que je pense que demain, ça va me sortir la tête du cul. C'est On attend ça avec impatience. Quand vous allez voir le podcast, d'ailleurs, ça va déjà être sorti. Là, on est en train de se situer dans le temps, nous autres. C'est ça qu'on fait. Le monde voit ça samedi. Oh, ouais. Ah, le monde voit ça samedi. Donc, On n'est pas des voyageurs là, dans le temps. Non, vous allez déjà savoir la nouvelle rendue là. Donc, soyez heureux pour la nouvelle que vous allez savoir. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles demain. Bref. Bon podcast pour vous autres cette semaine encore. On essaie de faire ça le fun. J'ai plusieurs sujets à aborder. Adam, il est plus ou moins au courant des sujets que j'ai choisis. Fait que c'est ça qui est le fun. Il y en a juste un qui est au courant. Ouais. Puis on va commencer directement avec celui-là. C'est Nathaniel Simard qui nous a demandé 2 questions. Il voulait qu'on fasse nos top fighters of all time. J'ai dit top 10, ça pourrait être bon comme la semaine passée. Parler un peu de chaque combattant, essayer de prendre moins de temps par exemple, là, parce que je pense qu'on a fait 45 minutes là-dessus la semaine passée. On va essayer de fly-by. On va essayer de fly-by. Puis le fighter qui nous a fait découvrir le sport. Qui est le fighter qui nous a fait découvrir le sport? Donc on va commencer avec ça. Après, on va y aller avec numéro 10, ça t'en parle, numéro 10, j'en parle, qu'on a fait la semaine passée. Alright. Donc Adam, qui est le fighter qui t'a fait découvrir le sport? Hey, écoute, c'est pas tant un fighter, mais c'est un combat en particulier. C'est vrai, ça va être hyper cliché, mais Stephan Bonner contre Forrest Griffin pour gagner la première saison de Next Ultimate Fighter. Tu sais, c'est un peu cette série-là qui a comme fait connaître aussi le sport. Ça a présenté le sport à plein de monde qui connaissait pas ça. Un genre de reality TV de gars qui se tape ça. Tu sais, ça a attiré quand même gros du monde. Puis moi, c'est pas mal un peu là que ça m'a comme vraiment... tu sais, ça m'a ouvert les yeux à ce sport-là. Là, puis que j'étais comme, moi, il y a des malades. Ouais, moi tous vous allez voir, c'est vraiment cliché. On vient du Québec. Le fighter qui m'a fait découvrir le sport, c'est Georges Saint-Pierre. Évidemment, on entendait parler de Georges Saint-Pierre à RDS. Moi, j'étais pas quelqu'un qui écoutait de la boxe, ni vraiment rien. Dans ce temps-là, j'étais un fan de hockey fini, vraiment un fan de hockey, là. Fini. J'en suis encore un, d'ailleurs. J'ai un peu de misère avec les Canadiens récemment, mais ça, c'est une toute autre idée. Puis j'entendais parler de lui. J'avais des amis qui écoutaient ça. Puis un moment donné, j'ai dit, on va aller à la cage, tu sais, écouter ça. Un cage au sport avec une gang de chums, ça va être le fun tout. C'était GSP contre Koscheck 2. Oh. Pis c'était même pas le meilleur combat de l'histoire de l'humanité. À cette heure que j'y repense. Non. Mais j'avais tellement été impressionné parce que j'avais vu de Georges que du peu que je connaissais du sport, je savais que Georges se battait contre un gars qui était clairement qualifié, là. Moi, je savais pas c'était quoi savoir se battre dans ce temps-là. Mais à ce que je savais, je comprenais que ce dude-là savait se battre. Georges Koscheck. Oh. Pis ce que Georges a fait avec, quasiment a fait sortir son œil, même, de son orbite et avec son jab, c'était pas, tu sais, des fois tu penses justement à UFC, tu penses combat de rue. Moi je savais c'était pas de même, j'ai toujours été un gars quand même informé d'un sport en général, tu sais, même si j'écoute pas le basket, je peux te nommer meilleur joueur de basket, des affaires de même. Donc je le savais que c'était pas genre le sport de rue, le combat ultime, nanana. Qu'il y avait de la stratégie, là. Mais genre, ça m'a vraiment impressionné de voir comment Georges est arrivé là, pis ça a vraiment eu l'air d'un sport pour moi. Oh, C'est ça que j'ai trouvé impressionnant. J'ai dit, crème, c'est un sport pis il y a des millions parce qu'on a checké la carte et tout avant pis je peux même pas te dire c'était quoi le combat cette carte-là. Personnellement, je m'en rappelle pas. Pis ceux que je recheckerais la carte-là pis je te dirais, ah ben oui, un tel s'est battu, je m'en souviens pas. Oh. Mais, je me rappelle que, tu sais, j'ai vu du monde faire des soumissions, j'ai vu des guerres, j'ai vu des combats plus techniques, des stratégies vraiment parfaites comme celle de Georges. Puis ça, je me dis, crime, c'est un sport, pis il y a tellement d'affaires à voir là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai tout écouté les combats de Georges Saint-Pierre. Et puis,
Ben, je vais revenir tantôt au moment que je suis devenu un hardcore fan, parce que ça va... Ça Ben, va... Georges Saint-Pierre, il était un peu un Michael Jordan du MMA. Ouais, vraiment. T'sais, le monde, ils ont changé leur façon d'avoir leurs approches au sport. Il a rendu vraiment ça un sport, pas juste de la bataille de rue, si on veut. Puis, au début, c'était vraiment plus trash, la UFC, là, pis tout ça, mais il a vraiment rendu ça que les athlètes aussi peuvent performer là, pas juste des malades. Puis non, c'est sûr que ça fait partie des pionniers, là, c'est vrai, c'est sûr. D'ailleurs, une affaire que je veux amener, là, c'est peut-être une suggestion pour le futur dans le podcast. Il y a peut-être du monde qui va capoter, là. Mais moi, je suis vraiment pas un fan des premiers UFC. J'ai vu le UFC 1, parce que c'est pas le choix, là, c'est que t'aimes le UFC. T'as vu le UFC 1. J'ai vu une partie du 2, mais je te dirais qu'à partir du 3, il y en a vraiment une batch que j'ai absolument pas vu. Aucun combat dessus. C'est à partir genre jusqu'au 30 cuck, là. À partir du 32, je pense. Moi, t'avouer, là, à partir du 6-8, là, jusqu'au justement 30, là, t'as des combats vraiment intéressants. Fait que ça serait hot, un moment donné, de checker ça pis faire genre une live reaction, parce que ça serait la première fois que je verrais ces combats-là, Okay, comme ça on pourrait checker ensemble. Moi, je me savais déjà péter un trip d'écouter des genre faire une live reaction rétro, un retro fight, là, mettons on check UFC 7 ensemble. Ben, ouais, je te dirais les 10 premiers, là, dans le fond, là, c'est genre Mark Coleman, pis genre des Downfires de faire le même, qui fait juste manhandler du monde, les pitcher à terre, pis qui est fracasse. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de... Il était quand même plate les premiers, pis c'était juste genre vraiment des gros bulky wrestlers à la sauce qui gagnaient tout le temps, genre. T'avais pas vraiment de striker, tout ça, parce que le monde, on dirait qu'il avait peur de striker, de se mettre à se battre, calvaire. C'était tout le temps quelqu'un qui... Celui qui gagnait, c'est tout le temps ça. Mais à un moment donné, plus que ça avance, là, tu commences à avoir des gars debout, pis là, c'était trash en salle, là. C'était vraiment nice. Ouais, parce que, tu sais, veux pas, j'ai suivi un peu en checkant sur Wikipédia, pis tout, je sais à peu près qui était dans les tournois, pis qui a gagné les tournois. Ben, c'est tous des combats que j'ai jamais vus, fait que ça serait cool de voir ça maintenant. Ouais, absolument. Fait qu'on va passer au top 10 favorite fighter of all time, nos combattants préférés de toute l'histoire du MMA. Au numéro 10, Adam. Yes, numéro 10, j'ai The Pride Days of Wanderlei Silva. Dans ses Days of Pride, là. Wild as shit. Le gars, il s'en vient, swing ses deux bras comme un maniac. Pas la plus belle un menton d'enfant. Le gars, après ça, à 33 ans, on dirait qu'il avait quasiment 46, là. Tu sais, ses combats, ils ont été durs. Et puis, tu sais, un malade, là. Tu sais, je m'en souviens de lui qui se tombe la face de l'autre, tu sais, en pitchant les pieds, il va faire des soccer kicks C'était un malade mental, pis c'était un gars que j'ai vu dans les débuts, pis que j'étais comme, wow, ça c'est d'autres choses. Lui, il le trouvait bien impressionnant. C'est drôle, man, parce que moi, tout, mon numéro 10, c'est quelqu'un, mais dans une époque particulière de sa carrière. Au numéro 10, on a Motivated BJ Penn. Motivated BJ Penn, là. C'est un des meilleurs combattants qu'on a vu de toute l'histoire. Le premier non-brésilien à gagner les championnats du monde de Jiu, c'est un gars qui a commencé le Jiu, il a eu sa black belt en 4 ans, là, genre. Un phénomène de la nature comme t'en vois rarement. Un des plus grands combattants de l'histoire. Puis la définition de I will fight you anywhere, anytime, any place. Il s'est déjà battu contre Lyoto Machida, ce gars-là. Là. Ouais. Ouais. Tu sais. Fait qu'il s'est battu, je pense, all the way up to genre 205 ou 185, de quoi de même, là. Et BJ Penn, le gros. Pis il s'en fout. Autant Motivated BJ Penn, t'es un combattant que j'adore. Autant depuis, je te dirais son retour contre Frankie Edgar, là, il y a quelques années, puis là, il a repris sa retraite, puis il est revenu. Depuis ce temps-là, je suis zéro excité quand il est sur une carte, je veux plus voir ça. Le gars, il perd contre Dennis Seaver pis tout à cette heure, là. C'est vraiment horrible, c'est fait. Tu sais, ils l'ont envoyé dans la gueule du loup contre Yair et tout, là, maintenant, là. C'est une des affaires les plus horribles que j'ai vues de toute ma vie. Ouais, moi, c'est que, j'ai pas trouvé, c'était contre Rory McDonald, même, et tout, là. Ouais, ben, tu même dans même. faire mal, c'est ça, c'est comme les derniers combats que j'ai appréciés, malgré le fait que c'est vraiment fait péter, c'est, contre, Rory Pinet. Ok. Ben, c'est ça qui est arrivé, hein. Ouais. Donc, numéro 9, pour toi. Yes, number 9. Moi aussi, c'est quelqu'un,
Ok. Oh non, je t'ai pas... Oh. Écoute, c'est sûr qu'il pourrait être plus haut sur la liste pis tout, mais c'est juste parce que moi j'ai un style de combat un peu particulier, pis c'est un style de combat qui m'attire plus, mais tu sais, Georges Saint-Pierre, c'est... À cause de Mighty Mouse, c'est un peu dur, tu sais, c'était de loin le plus grand champion qu'il y avait du UFC. Là, Mighty Mouse est en discussion aussi avec ça, mais tu sais, le gars, il a révolutionné le sport, il a été, comme je disais tantôt, un Michael Jordan du MMA, pis c'est excellent, là. Même si j'apprécie moins ce style de combat-là. C'est un excellent fighter que je suis tout le temps intrigué de le voir combattre, là. Excellent. Donc, mon numéro 9, Endo. Oh! Anderson. Yes! Yes! L'autre légende, je ne sais même pas comment je vais faire pour vous parler, genre, de ces gens-là longtemps. Tabarnouche, Endo, man, la H-bomb, tout ce qu'il a accompli, le fait que ça a été le gars le moins knockable de l'histoire du MMA jusqu'à temps qu'il se fasse pogner par TRT Vitor. Il était incroyable, man. Je me suis rendu compte qu'Endo, c'est un de mes combattants préférés, quand un autre de mes combattants préférés, DC, l'a lancé, genre, à peu près partout dans la cage, pis j'étais genre vraiment triste de voir ça. Pis je l'aime DC, je suis tout à content de voir DC faire ses affaires, surtout quand c'est mollé un gars au sol, c'est pas mal les affaires que j'aime voir, là. Ouais. Mais, donc j'aimais pas ça partout quand il a fait ça à Endo, malheureusement. Donc c'est Endo, man, numéro 9, une légende absolue, un des top 5 GOAT, man, pour vrai. Oh, non, Olympien, Je suis champion du monde dans le temps que la plus grosse belt c'était Pride. C'était lui, là, le champ, man. C'est lui le guy to beat. Pis Dan Anderson, c'est un des meilleurs combattants de l'histoire, man. Je comprends pas pourquoi j'ai overpass lui sur ma liste, là. Genre, je me sens cave en ce moment, là. c'est pas grave, ça arrive moi tout, je joue bien ce monde, Fait qu'on va y aller pour numéro 8. Numéro 8. Numéro 8, Moto, c'est un gars, par exemple, que j'ai préféré à une autre époque. Dans les débuts que j'écoutais ça, c'était le Shogun de Pride. Mauricio Shogun de Pride. Ah, mais il a défait Rampage Jackson. Il était un savage, là, à couper dans Rampage Jackson qui est assis dans le corner, genre. J'ai cherché, justement. Hein? Dans ma bosse. Puis, ah non, pour vrai, Shogun dans le temps de Pride, là, je le trouvais spectaculaire à fond, là. Je le trouvais malade. Ça, c'est un qui m'a vraiment motivé aussi dans les débuts. Je pense que ça a été longtemps mon fighter préféré, là. Good. Bon, numéro 8 pour moi, the best name in MMA, Uriah Faber. Oh, yeah. Pour vrai, pour tout, genre, c'est le seul qui a comme la gimmick Jersey Shore tant qu'à moi, mais qui passe pas pour un complet douche. Yeah, je l'aime Faber, man, pis c'est le pionnier des plus petits poids. Pis je me rends compte que, ouais, c'est vraiment, ben tu sais, avant que Cruz soit le top guy, ça a été Uriah Faber le top guy. C'est lui qui a monté ça à WEC. Puis qui a développé l'intérêt de l'UFC envers ces divisions-là. Ouais. Puis là, vers la fin, Cruz est arrivé, puis il était trop fort. Tu sais que Faber l'avait battu la première fois, puis quand Cruz il a pris à la coche, après, il est revenu, il était trop fort. C'est vraiment lui qui a carry la division dans l'UFC. Mais si tu parles de c'est qui a donné de l'intérêt envers ces divisions-là à l'UFC, c'est José Aldo, Uriah Faber, puis Mike Brown. Ouais. Donc, pour ça, pour son entrée, man, le California Kid, il rentre sur California Love, Tupac, un de mes artistes préférés de tous les temps, tout ça, man. Fait que Uriah Faber, la guillotine, tout, man, pour sa guillotine, man. Genre de sauvage qui est bon pour sauter sur le cou du monde, man. Pis c'est un truc qui pardonnait pas, là. Faber, là, vraiment. Alright, je vais suivre. Numéro 7 pour Adam. Un total savage who doesn't give a fuck. Mark Hunt. Ouais. Il est juste trop nice. Lui, tout, c'est un n'importe qui, n'importe quand, là, pis ça a peur de rien, pis il s'en va là faire un gros show, pis moi, j'apprécie un gars qui s'en va là faire un gros show. Ouais, pis un des meilleurs strikers à MMA et tout, là, t'sais. Pour poids lourd, sa technique, pour vrai, très belle technique de striker. Ouais, le champion K1 pis tout. Oh, c'est un solide, là, c'est un malade, là, Mark Hunt, là. C'est un malade. C'est un grand, pour vrai, comme Super Samoan, genre Trips Dragon Ball toute ma vie, je Mark Hunt, malade. Ouais, ça me convient, man. Au numéro 7 pour moi, Jacare. Oh, Jacare. Jacare Souza.
pour l'ensemble de son œuvre, man. Le jiu-jitsu le plus intéressant, je l'ai dit la semaine passée dans ma liste de mes fighters actifs préférés, c'est un de mes fighters actifs préférés, évidemment. Fait que Jacare Souza, man, pour l'ensemble de son œuvre, son jiu, c'est incroyable, man. Il y a personne qui va te donner un niveau de technique de même au sol, tout en te rendant ça intéressant, en rendant ça. Son jiu est autant méchant que le plus méchant des strikers que tu connais, man. Y a rien de le fun d'envoyer Jacare par-dessus toi. Même Damien Maia, il a dit j'ai déjà roulé avec Jacare pis c'est pas une expérience que je tiens à répéter, genre. C'est un gars de top control, il est gros, il est méchant, man, pis c'est le sauvage du sol, man. Oh! Carrément. Ground Savage. Yup. Donc, on est au numéro 6. Yes. Ah, moi aussi, c'est quelqu'un encore ça, pour ses performances d'une autre époque, pas d'aujourd'hui, mais qui, pour vrai, quand j'étais jeune, lui aussi, il m'a beaucoup influencé. Je trouvais que son style il était malade. Tout. Micro Cocop. Honnêtement, là, un dur à cuire, un russe, tout ça. 2,25 qui s'ostinait à se battre polo quand il aurait dû se battre pas dans le polo. Il n'avait rien à foutre. Ah, c'est un vrai. Ah, un real, là. Un real. Kirko Filipovic. Avec ses shorts croates, man. Trop malade, là, qui rappait à Croatia. Ouais, il était trop nice. Pis tout. Donc, numéro 6 pour moi. Un combattant qui se bat encore. Gilbert Melendez. Oh, yeah. Son combat contre Diego Sanchez à l'UFC 166 à Houston. C'est la main card de, je pense que c'était Velasquez contre Dos Santos 3. Je vais toujours me rappeler de ce combat-là. Je vais me rappeler toute ma vie. Je pense que c'est le combat le plus ridicule que j'ai vu. Puis Gilbert, c'est ça, man. Ça a été ça. C'est un des gars qui était dans la discussion pour être un des meilleurs lightweight au monde avant d'être dans l'UFC. Ah, t'as rappelles? Je viens de m'en souvenir de cette fight-là. C'était cave, ça. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment juste cave, là. Il y avait rien d'intelligent là, man, les deux gars, ça... Les deux s'encourageaient ouais, avec cave, tu sais, Gilbert, c'est tellement un meilleur boxeur que Diego Sanchez, pis il l'a montré tout le long, mais Diego l'encourageait tellement à être cave qu'à la fin, il était juste cave, pis les deux se droppaient d'un bord pis de l'autre, pis... En tout cas. Pis c'est Gilbert a fait ça toute sa carrière, man, pis il était qu'un man. Qu'est-ce que je te dis d'autre? Gilbert Melendez, complète machine, pis c'est un de mes best. Numéro 6. Top 5. Yes, top 5. Moi, j'ai pour dire que si ce gars-là avait été en santé, il n'y aurait pas eu de gros problèmes comme il y a eu, ça aurait été le poids lourd le plus dominant de l'histoire des poids lourds. Cain Velasquez. Clairement. That's it, that's all. The best, tant qu'à moi. Trop solide. Cardio. Mais, tu sais, c'est vrai qu'il y avait gros du cardio quand il se battait dans son area, là, mais je trouve qu'il y avait du stand-up, il y avait tout. Pas le plus gros des poids lourds en plus. Malade. C'est ça en game, hein, poids lourd, hein. Plus ça raconte, c'est des gars, là, c'est des machines athlétiques, ça, là, des Stipe, des Kane, c'est des gars, ça a pas de gras, man. Ça pourrait être des gars de 2,65 gras. Ça a juste pas de gras, c'est des spécimens, ces gars-là. Mais tu sais, Kane, il arrivait à 2,40 avec une petite banane pareille. Il était malade, le Kane. Ouais, c'est vrai que Kane, il était capable d'arriver avec 6 pieds, 6 pieds 1. D'après moi, Kane, il aurait fait 2,5, là, vouloir faire la diète. Il l'a dit que c'était possible, mais que ça tentait pas full, mais c'était possible, donc... Ouais, Kane. Kane. Numéro 5 pour moi, ben, c'est mon combattant actif préféré, en fait, c'est Joanna Jędrzejczyk. Jamais dans ma vie, j'ai vu quelqu'un qui est devenu une de mes combattantes préférées après son premier combat que je l'ai vu. Puis Joanna, ça a été ça, c'est parce que contre Claudia Gadelha. Un coup de foudre. Je ne sais même pas si elle a gagné ce combat-là, pour vrai. Je sais même pas si je l'ai scoré pour elle. Mais c'était épique, man. Tu vois, elle travaillait fort sur sa takedown defense, elle était pas encore rendue au niveau où elle est aujourd'hui, quand elle a une takedown defense littéralement impénétrable, là. Gadelha, elle réussissait ses takedowns, mais elle arrêtait pas de travailler, elle se relevait, pis l'autre, elle a réussi à contrôler une bonne partie du combat, mais tabarnouche que ça a pas bien été de bout quand c'était de bout. Pis je me dis, aïe, ça là, c'est un des stand-up les plus sauvages que j'ai vu, pis si je peux voir plus que genre 5 minutes, 10 minutes de ça, là, je vais être fourrette, pis son combat après, elle m'a donné un 15 minutes play qu'elle a stylé sur une lutteuse, là. Incroyable, man. Fait que Joanna Jędrzejczyk, c'est mon crush des dernières années, là, à MMA, et ça de loin. Fait que 5e combattant de tous les temps. Puis On the Rise, là, ça va peut-être être ma combattante préférée de l'histoire, ça, un jour. Yeah, alright. Comme mon boy Khabib, que j'ai pas mis dans la liste, mais mon boy Khabib, mon boy Khabib, man, dangereux, lui. Oh,
Il est tout le temps on the rise. Là. Dangerous. Ok, je vais dire que number 4. Number 4. Number 4, un gars, zéro shape. Il a l'air de rien pas tout. Il se battait poids lourd. Il pétait des gros malades. Il avait des bombes dans les mains. Ma boy, Paul Buentello, man. Il avait l'air de rien, là, ce gars-là, là. Il arrivait souvent, il disait 2,50 sa fiche, j'ai de la misère à croire qu'il faisait ça, là, zéro, là, tu sais, des petits bras, une petite bédaine, là, à rien, là, le gars, là, Paul Buentello, t'es malade, là, pis il a knocké du monde savage, là, pour vrai, là, moi, je trouve écœurant. Je pense qu'il se bat encore. Il se bat encore. Le dernier combat, il s'est battu contre Goltsov, qui est, c'est un sale heavyweight, ça, Goltsov, man. Ok, il ICB. est descendu à 2,5 à un moment donné, là. Oh, il a fait 2,5, mais c'est comme Myron Dennis, McSweeney, c'est plus des 2,5. Paul Buentello se bat encore. What's up, Paulie, man? Paul Buentello, man, mais ouais. C'est un malade, C'est ça. un malade, ça, c'est un fou. Donc, numéro 4 pour moi, le meilleur combattant de tous les temps, The GOAT, le jambon même, man, Jambon Jones. Oh! Jambon Jones. Jambon Jones. Jambon Jones, man, c'est ça le jeu de mots que je l'appelle tout le temps, le jambon Jones, Jambon Jones. Jambon Jones. Parce que c'est un jambon, là, le gars, tu te cacheras pas, là. Pour agir comme un idiot, tu trouveras pas mieux, là. Mais, dans la cage, il est magnifique, man. Pis, Ça arrive t'sais, souvent. on va revenir sur le combat entre STP et DC, là. C'est sûr qu'on va parler de ça, peut-être même plus qu'une fois. Mais on dirait que mon early feeling, man. Tabarnouche, que j'ai quasiment l'impression que je pique DC dans ce combat-là, là. Ouais, je le sais. Pis, imagine si DC gagne, comment c'est comme la preuve que John Jones peut arriver pis styler sur n'importe quel heavyweight qui existe sur cette planète-là, genre. Aïe, man. John Jones, man. Numéro 4. John Jones is an alien. Mazan, man. Il est pas de cette planète-là. Non. Pas le combat avec les mortels, ce gars-là. Fait que... Number 3. Top 3. Top 3. J'ai triché pour le top 3. Je l'ai mis en combo, les Diaz Bros. Les Diaz Bros, c'est mes top, tu sais, c'est mon 3, je les mets ensemble. Un vient pas sans l'autre, pis c'est le même, pis that's it. Perfect, ça. Numéro 3 pour moi, Georges Saint-Pierre, le gars qui m'a fait découvrir le sport, le gars qui m'a fait aimer ce sport-là, le gars que je l'ai expliqué tantôt, man, on reviendra pas sur des affaires que j'ai déjà dites. Georges Saint-Pierre, numéro 3. Numéro 2. Numéro 2. Man, pour vrai, ça pour moi, ça a été longtemps de GOAT à mes yeux, mais écoute, c'était Anderson Silva. J'ai tellement trouvé fou longtemps, man, que son style, son calme, la façon qu'il voyait tout passer, on dirait que le gars, man, c'était fou, là, sérieux, là. Tu sais, quand il a knocké, mettons, Forrest Griffin avec un jab, genre, tu sais, il a mis les mains ici, tout, comme s'il avait décodé la matrice. Pow! Snap un petit jab, le gars, il tombe. Tu sais, c'était genre un cheat code, ce gars-là, à un moment donné. C'était juste pas juste, là. Il était fou raide, là. Il est malade. Anderson Silva. Good. Donc, numéro 2 pour moi, c'est Nate Diaz. Écoute, man, Nate Diaz, c'est fou comment ce gars-là, il a réussi à sortir de l'ombre de son frère, man, dans les dernières années avec sa feud contre Connor, qui a lui-même, on a toujours dit, hey, c'est Nick Diaz, le gars épique, t'as Nate, son petit frère, il a un peu la même attitude que lui, pis tout, pis Nate, là, c'est rendu un personnage tout autre, c'est rendu en soi un des plus gros draws MMA. Juste le fait qu'il mentionne qu'il a peut-être envie de se battre, ça fait qu'il y a automatiquement 15 des 15 ranked fighters qui le call out, genre, dans l'UFC. Tout le monde veut se battre contre lui. Ouais, non, c'est probablement le plus gros money fight dans l'UFC en dehors de Conor McGregor. J'inclus Georges le gros, j'inclus John Jones, j'inclus DC contre Stipe, man. Nate Diaz, le gros, là. Puis j'ai fait une vidéo que je bookais à la carte, là, pour le fun, la carte du UFC 226. Puis j'ai mis Nate Diaz contre Eddie sur cette carte-là. Je pense que ça serait un combat épique, ouais. Wow, calme. Ouais, c'est sûr que ça ferait tout un fight, là. Ouais, tu sais, cette carte-là, on s'attend en ce moment, les rumeurs, c'est d'avoir 3 super fights, là. D'avoir DC, Stipe, Cyborg Nunes, pis Dillashaw Mighty Mouse. Sa main card, j'ajouterais Eddie contre Nate.
Puis j'ajouterais Cain Velasquez, qui a mentionné vouloir faire son retour sur cette carte-là pour pouvoir être en fight camp en même temps que Cormier, parce que c'est là que les deux piquent ensemble. Puis je le mettrais contre Fabricio. Verdum, il se bat en mars, là, justement. Ça vient d'être annoncé contre Volkov à Londres. C'est le combat principal à Londres. Non. Donc en mars. Mettez Ngannou là-dedans. Mettez Ngannou avec lui. Ouh! Non, mais c'est sûr qu'ils feront pas ça, par exemple. Mettez Ngannou dans la cage avec, il va te le pitcher partout, mon gars, comme il a pitché Brock Lesnar. Mais c'est ça, c'est sûr qu'ils feront pas ça, là. Ngannou, ils vont lui donner un step down pis ils vont le rebuild up, parce que Ngannou, ça va être un champion, un jour, là. Oh, ouais, mais tu sais, peut-être qu'Ngannou, tu sais, là, moi, là, un gars qui est allé dire, moi, j'ai sous-estimé le champion, pis tout ça. Ah ouais, tu te mets à sous-estimer du monde de même, là, tu mérites rien que de te battre contre King. Ah, c'est vrai que quand tu sous-estimes Stipe Miocic, c'est pas le move à faire, là. Non. Fait que c'est qui ton number one? Mon number one. Favorite fighter of all time du PADA. Bro, la façon que j'ai envie de me battre dans la vie, j'aimerais ça être le Chuck Liddell, man. C'est un malade, c'est un game, c'est un genre, je veux pas me faire... Il est pas bon pour amener personne au sol, mais essaye de l'amener au sol, ce gars-là. Il va te garder debout ce qu'il veut te garder, puis il va finir par te geler, the Iceman. Iceman number one. Yeah, ça c'est, écoute, je l'aurais lu dans le ciel, là, celle-là, là. Au numéro 1 pour moi, Adam il l'a dit tantôt, un ne va pas sans l'autre, c'est pourquoi mon combattant préféré de l'histoire des arts martiaux mixtes, c'est Nick Diaz, mesdames, messieurs. Nul autre. Écoute, autant j'ai dit que Georges me fait découvrir le sport, j'écoutais les combats de Georges religieusement depuis GSP Cost Check 2. Le combat, la carte, puis le build-up qui a fait que je n'ai plus jamais manqué une carte de l'UFC depuis, c'est GSP contre Nick Diaz. Puis je le sais pas si genre je relate avec Nick Diaz d'une manière ou d'une autre, le gros, mais on dirait que je le comprends, ce gars-là, pis j'aime ça. J'aimerais tellement pouvoir être Nick Diaz dans la vie, pis être Nick Diaz, pis dire, gros, je m'en sac de tout, je vais faire 100% à ma tête, que ça vous plaise ou non. Pis ils ont réussi pareil, ces gars-là, man. Ils se sont payés. C'est deux des plus gros draws en MMA, pis c'est le gars, man, qui m'a fait, c'est à cause de lui, man. Georges me fait découvrir le sport, Nick Diaz me fait tomber en amour avec le sport, pis me fait ne plus être capable de manquer une carte, là. Tu sais? Nice. Si j'ai un party de fight, le gros, le soir d'une carte, là, je m'arrange qu'il y a une TV là-bas, ou sinon j'ai la DVR, puis j'arrive chez nous, je me la claque avant de dormir, le gros, là. Oh, nice. Tu comprends, là? Ouais. Fait que, pis ça, c'est à cause de Nick Diaz, man. Donc, c'est mon combattant préféré. C'est Nick Diaz, man. C'est le gars le plus épique du monde. Lui pis Nate, c'est vrai qu'ils vont un peu ensemble. Oh. Ben, je tiens vraiment à mettre les deux séparément à moi, parce que Nate, man, tu sais, quand tu commences vraiment profond dans ton analyse des frères Diaz, les deux, ils ont des différences, tu sais. Oh, non, absolument. Vraiment, les deux, ils ont des différences, pis... Mais man, il y a des journées, là, tu sais, d'avoir le courage d'être comme, tu sais, tout le monde a un côté comme les Diaz, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tout le monde a un inner Diaz. C'est ça, tout le monde a un inner Diaz, mais pas tout le monde est capable de laisser ça sortir, là. Ce serait facile des journées juste comme genre, écoute, I don't give a fuck. Mais genre, man, tu peux pas faire ça. Pis eux autres, ils le font, mais c'est hot. Oh, ouais, c'est Stockton 209 motherfucker what, man. Nico, j'ai un chandail I'm not surprised motherfucker chez nous avec McGregor qui est en train de se faire passer un rear naked choke, le gros. Tu sais, j'ai aime à ce point-là, c'est que là, c'est le seul chandail de MMA, là, genre de quelqu'un, là, que j'ai, là. C'est un chandail de Nate Diaz, pis un chandail marqué 209 Diaz Brothers. Wow. Fait que, c'est ça, man, pour nos top 10 fighters of all time. Merci, Nathaniel Simon, pour la question. Super le fun. Puis pour ce qui est de ton autre suggestion, j'en ai parlé un peu off-camera à Adam, pis c'est de quoi qu'on a envie de faire dans les prochaines semaines. Je le révélerai pas au grand public, vous allez juste aller fouiller des commentaires des épisodes d'avant, si vous voulez le voir, il y a pas de cachette. Mais c'est sûr qu'on va faire ça, puis ça va être cool. Prochain sujet, c'est un peu à deux volets, si on veut le dire ainsi. En fin de semaine, c'est l'UFC Bellum à Brésil. Le combat principal, c'est Lyoto Machida contre Eric Anders. Tu connais-tu Eric Anders? Coupable de pas le connaître. Exactement. C'est ça que je savais. Fait que, je voulais qu'on parle de ce combat-là, mais sous l'angle que je vais te le présenter, parce que c'est vraiment à ça que c'est, ce combat-là. Okay. Pour t'en parler brièvement,
Eric Bellum. Bellum, c'est la ville, c'est pas le dude. Eric Anders. C'est un ancien linebacker pour Alabama State. Il est 10-0 en MMA. Il se bat 185. C'est un truck. Il va t'amener dans la cage. T'as grindé là, essayer de te take down, mais c'est pas le gars qui va t'amener dans la cage pis te garder là. Il va te ruffer, là, des genoux, man. Il va t'amener à la tête, te ground and pound, te crisser des coups de coude, te faire vraiment mal. Over agressif, là. Peut-être agressif à tort, par bout. 10 combats pro, inexpérimenté. Le gars est arrivé dans l'UFC, son premier fight, il a KO Rafael Natal à 1 minute et quelques. Puis à son deuxième combat, je pense qu'il a gagné par décision contre un top prospect du Brésil, au Brésil. Puis gros, je pense que c'est un 30-25 là, que ça a fini, là. T'as le refait solide. C'est gros du cardio? Ouais, il est capable de faire ses 15 minutes en masse. T'sais, shape de linebacker pour Alabama State, là. Un ancien joueur de foot, un spécimen physique super athlétique. Puis ce que je voulais qu'on discute plus que du combat en tant que tel, parce que moi, il y a pas vraiment d'enjeu à ce combat-là, selon moi. C'est plate que ça soit dans la ville natale de Lyoto Machida, mais c'est un paid whooping, là. Il est là pour genre recevoir son chèque, se faire péter à la gueule, pis que l'autre monte dans le top 10 de la division. Il y a rien d'autre que ça à ce combat-là, selon moi. Puis ce que je veux te demander, t'es-tu pour ou contre le fait d'utiliser tes vétérans, man, tes grands noms, pour put over des plus jeunes ou des combattants que tu veux pousser comme étant tes futurs stars? Que ça soit un Johnny Hendricks que tout le monde se sac contre Paulo Costa, Paulo Borrachinha, ou que ça soit DC contre Cormier dans le temps, DC contre Endo, quand ils ont mis Endo contre DC dans le temps, ou que ça soit là Machida contre un Eric Anders que personne connaît, mais qu'on va savoir c'est qui en maudit, mais qui a passé ce Machida comme il va y passer dessus. C'est quoi ton opinion là-dessus, man? T'es-tu pour ça? T'es-tu contre ça? C'est-tu l'évolution normale du sport? C'est-tu BS qui fasse ça à nos légendes, nos idoles? Regarde, moi, c'est une bien bonne question, ça, honnêtement. Écoute, je comprends le côté business du coup, par contre. Parce que, comment, tu veux présenter, par exemple, ce gars-là, là, tu le mets, c'est la seule façon que tu vas pouvoir mettre ce gars-là en finale. En ce moment, oui. Oui, c'est ça. Tu peux pas le mettre en finale contre un, t'as pas le choix de prendre quelqu'un que, mais là, c'est sûr que, c'est quoi, là, ils s'en vont dans la ville natale de... Ouais, c'est à Belém, au Brésil, où Lyoto y est né. Fait, ça, je trouve ça pas tant correct. Tu sais, parce que, en plus, tu sais que tu vas attirer gros du monde, parce que, genre, quand vous allez au Brésil, mais il y a plein de monde qui finissent par remplir le stade. C'est un gars de chez eux, fait que là, tu sais, tout le monde s'en vient encourager Lyoto Machida, c'est un gars de là-bas, ça va attirer de la crowd à côté pis tout. Mais tu sais, si vraiment tu t'en sers simplement comme stepping stone, tu sais, c'est vraiment ça prouve à quel point que, tu sais, il y a des passe là-dedans, là. C'est sale de te servir du nom d'un gars, de te servir de sa ville, de te servir de ses partisans pour faire un coup de cash pour pouvoir connaître quelqu'un d'autre. Tu sais, au pire, fais ce coup-là, mais ailleurs. Ouais. Mais tu sais, parce et tout, genre, toi pis moi, ça arrive, là. Check juste la semaine passée, c'était supposé d'être ça. C'était supposé être Brunson, Jack Harry qui est vieillissant, Jack Harry, il se laissera pas faire, il l'a knocké, le total. C'est supposé être ça, parce que c'est quoi le dernier combat d'Eric Brunson? Je sais pas. Lyoto Machida. Ça a fini à 2 minutes 30 du premier round, le gros. Par knockout. Fait que, ils viennent de le faire avec Machida. Pis, contre qui s'est battu avant ça, Lyoto Machida? Yoel. Pis avant ça, contre qui s'est battu? Rockhold. Ouais, tu vois que il y a une carrière de stepping stone. Ouais, ces 3 derniers combats, c'est ça, là. C'est genre, yeah, Rockhold, man, des gars qu'on veut avoir comme champion du monde pis tout. On va le mettre contre Lyoto, man. Lyoto, dans un sens, c'est de savoir aussi qu'il y a pas de... Ouais, pis ce qui est bad avec ce combat-là, là, ce qui me dérange, moi, personnellement, par rapport à ce combat-là. Parce que, je sais, je l'ai souvent mentionné, moi, je suis un fan de lutte, ok? Pis à la lutte, c'est le même. Kurt Angle fait son retour à la lutte, il va faire un match une fois de temps en temps pis tout, mais il va pas battre ton petit nouveau. Il va pas battre Roman Reigns. Genre, il va se battre contre Roman Reigns, il va donner un match écœurant, puis Roman Reigns va gagner. Parce que Kurt Angle, c'est la légende, il faut qu'il put over le nouveau qui va être le futur de la compagnie, tu sais. Ça, c'est la lutte, c'est scripté, là, c'est fait pour être ça. C'est correct dans ce cas-là, mais moi, vu que j'écoute ça depuis longtemps, je suis comme un peu habitué à ça.
Mais quand je vois un combat de même, qui est booké, pis ce combat-là, Lyoto Machida, il est là parce que c'était à Bellum, mais la carte était bookée à Bellum depuis un bout. Pis Lyoto était là, après mon KO au deuxième round en octobre passé. Au premier round, tu sais, j'aimerais mieux comme, tu sais, prendre ça tranquille, peut-être me pogner un petit 6 mois, tu sais, je rajeunis pas. UFC, ils ont essayé de dire, ben non, mais gros, tu sais, carte, c'est ta carte dans ta ville natale, tu sais, on aurait vraiment besoin de toi pour headline cette carte-là, pis ils l'ont vraiment gossé pour qu'ils disent oui, pis quand ils sont arrivés avec le contrat, ben c'était ce nom-là sur le contrat. Pis, tu sais, y a pas trop de questions, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, là, pis c'est ça qui me gosse, man, c'est que tu gosses un combattant qui, se sent peut-être pas prête à revenir tout de suite après avoir subi un KO pour la deuxième fois en 3 combats, puis on s'entend que contre Luke Rockhold, il a mangé une coupe de claques avant de se faire passer un rear naked choke, là. Man, c'est la business, là. Presse le citron jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus, là. Ouais, mais c'est ça, là, c'est comme, tu sais, il dit, je suis pas sûr que je veux me battre à ce date-là, je suis pas sûr que je suis prête, pis ils le font pareil. Tu sais, ils le font, fait qu'en tout cas, man, c'est ça, moi, c'est ça qui me dérange, là. Tu sais, c'est aussi, c'est que c'est un sport que, littéralement, man, si en plus un gars il est pas prêt à en venir, viens, ok, c'est ma ville, ça lui donne un peu de, tu sais, ça lui donne un petit boost, je vais le faire, pis au pire, c'est mon dernier, puis je finis ça, pis tout, mais tu sais, ça peut littéralement t'enlever des années, c'est ta vie, là. Ou genre des années de bien-nance, tu sais, de pas avoir mal, tu sais, peut-être se faire exploser les genoux, ça, péter un 10 dans son dos, ça, là, qui va faire qu'il va avoir mal au dos, pis le restant, tu sais, ça peut t'enlever, genre, du confort de vie pour la fin de ta vie, pour en profiter de, genre, tu sais, il doit avoir quand même fait un peu d'argent, pareil, là, autour de Chino dans ce sport-là, il était champion, tout ça, tu sais, à un moment donné, son nom roulait bien, c'était vraiment un des top killers, c'était vraiment une bombe, là, mais c'est sûr qu'il a réussi à faire du cash, mais il va en faire encore un peu, mais tu sais, s'il veut bien en profiter de ce cash-là, justement, ça, c'est des genres de fights que, man, tu sais pas comment tu vas ressortir de là. Surtout l'autre, tu sais quoi, le kid, il a quel âge, là? Il sort d'université de jouer au football, il a été un state of the athlete toute sa vie. Il a 30 ans, le gros, là. Il a 30 ans, ce bat pro depuis 2015, le gros, là. Tu sais, t'es un tueur, là, check ça en fiche, TKO. C'est un gros gars, c'est un gros gars, man. C'est vraiment un gros gars, là. Tu sais, pis, parmi, tu sais, souvent on parle que, tu sais, nos légendes, ils ont des fins de carrière tristes, pis je trouve Lyoto, man. Ouais, c'est lui qui était vraiment, qui est en train de, dans toute la gang, c'est lui qui est en train de virer de plus en plus triste, parce que, on l'a vu être de plus en plus fragile contre Rockhold, contre Yoel. Après, il s'est fait suspendre 18 mois par USADA pour un supplément qu'il a pris toute sa vie. Pis que, boum, il est tombé illégal, il s'est lisse parce que ça peut être un agent masquant ou une affaire de même. Puis lui, il a pris ça toute sa vie, il s'est fait tester toute sa vie, il a jamais eu de problème avec ça, il prenait ça, tu sais, on the regular, là, il peut prendre ça le matin d'un combat parce qu'il faut qu'il prenne son même nombre de suppléments à tous les jours, garder sa routine, tout. Puis là, boum, ça a été ajusté sa ban list. Puis quand il faut que tu discloses, qu'est-ce que tu prends? Lui, il l'a écrit, il a toujours pris ce supplément-là, ça a toujours été légal. Ils sont revenus pour dire, ouais, mais tu sais, finalement, c'était pas légal, ce supplément-là, pis tout, pis il a pogné 18 mois de suspension. Quand il y a des gars qui se font pogner littéralement pour des produits plus dopants, pis qui disent, ouais, je suis désolé, là, je l'ai fait, pis ils vont pogner un an, genre, parce qu'ils sont gentils pis ils l'ont avoué. Fait que, tu sais, autant USADA amène des bonnes choses à l'UFC, dans le cas de Lyoto Machida, ils l'ont pogné pour un supplément qui a pris toute sa vie qui est pas, c'est pas dopant, là, ça peut être un agent masquant pis tout, mais Lyoto Machida, il a été testé toute sa vie, man, pis tu checks ça à la shape, le gros, ça a toujours été un minuscule 205 livres, là, il est à 185 livres, fait qu'il est un peu de la même shape que tout le monde, mais ça, c'est pas un gars musculaire, c'est pas un gars imposant physiquement, c'est pas un... Pis oui, ça veut rien dire, là, il peut être sur le PO, le dude, là, mais il peut ne pas le like non plus. Pis on a rien qui nous permet de croire que Lyoto aurait été un combattant dopé au cours de sa carrière. Puis le fait qu'il mange une suspension de 18 mois d'USADA quand il est déjà vieillissant, ils ont... Tu sais, si après juin 2015, là, il s'était battu contre... Ben, pas CB Dollaway parce qu'il venait de le péter, mais un autre CB Dollaway, le Brad Tavares. Thales Lates. À la limite. C'est plate de dire ça parce que le gars est Spice Map, mais Elias, man. Elias Theodorou. Ouais. Tu sais, s'il s'était battu contre un gars de même en 2015, il aurait peut-être réussi à le battre, remonter, gagner quelques autres belles petites victoires, remonter, garder son... Ben non, man, il a 2015, mange 18 mois de suspension, revient en 2017, fait knock au premier round par
Derek Brunson, puis il est même pas prêt à revenir quand l'UFC le pousse pour qu'il revienne dans son hometown contre un ancien linebacker universitaire qui est littéralement... c'est absolument pas un combattant du calibre à Lyoto Machida, là. Ça, on pourra jamais se dire ça. Mais on voit Lyoto devenir de plus en plus fragile, puis l'autre 100% de sa game, c'est de te prendre puis de physiquement te rougher, genre. Faut juste pas qu'il fasse avec Lyoto ce qu'ils ont fait avec Silva, là. Ouais. Un autre Brésilien, là. Ouais, mais gros, ils font ça avec tous les vieux, là, que c'est Dan Anderson. Ils font ça avec tous les vieux, Diego Sanchez, là. Au moins, le combat qui est hot, là, qu'ils ont annoncé, là, c'est Matt Brown contre Condit. Ça, je suis content. Matt Brown voulait prendre sa retraite, il a décidé que non, finalement. Ça je j'ai ça un peu, là, pour être franc avec toi, là. Ça prend, t'sais, si tu penses à prendre ta retraite en MMA, sac ton camp de là, le gros, là. T'es pas dans le business pour être pas sûr de vouloir faire ce que tu veux. Oh, absolument. Matt Brown veut prendre sa retraite, décide de décider autrement, de revenir. Je compte ça. Mais là, il book contre Condit. Genre, ok, man, ok. C'est un combat qui a été booké, je pense, en 2013-2014. On voulait tellement le voir. Ça a fall apart à cause d'une blessure aux deux de Matt Brown. On n'a pas pu voir ça depuis. Les deux. Condit, il a look bad, là, contre Magny, là. Puis Matt Brown, il a look bad dans tous ses combats, sauf quand c'est battu contre Diego Sanchez. Qui est probablement un des gars les plus finis dans l'UFC avec Joe Lozon. Ouais, mais man, que c'était fou qu'est-ce qu'il a fait contre Diego Sanchez. Ouais, il l'a démoli, là. Fait que t'as tout ça pour te dire, man, que non, moi, j'aime pas ça, vraiment. Pis je comprends que des fois, faut que tu put over, t'es nouveau, pis t'en as des vétérans que c'est ça qu'ils vont vouloir. T'en as des vétérans qui vont vouloir affronter les jeunes, continuer de se prouver pis tout. Fait que ceux-là, si c'est vraiment ça qu'il veut, si c'est ça qui va le rendre heureux, utilise-le pour ça. Non, mais si t'as un vétéran qui est pas sûr, qui est prêt à revenir pis tout, pis qui est hésitant à prendre un combat, pis en plus, tu y envoies un monstre de même devant lui, ça, j'aime pas ça, man. Tu sais, on joue avec la santé des gens. Non, mais ça, exactement, là. Et il y a quel âge, Machida? Ça a pas 40 ans, c'est pas loin, là. 39. Ouais, c'est pas un jeune, le gros. Non, là, ça fait longtemps qu'il se bat. Il a disputé son premier combat pro à New Japan Pro Wrestling. Chose qui est drôle, pareil. Vive New Japan Pro Wrestling, mais... New Japan Pro Wrestling contre Kengo Watanabe le 2 mai 2003. Fait un bon 15 ans ben plein qui se bat au plus haut niveau du sport, là. Il est fatigué, notre chum Lyoto. Ouais, fatigué. Fait que c'est ça, man, regarde, on va pas se déprimer plus longtemps en parlant de nos idées qui se font blaster par des petits jeunes. Tu sais, en plus, je l'aime vraiment, Eric Anders. Je le trouve vraiment prometteur. Je suis un gars qui suit les prospects, ça m'intéresse. Probablement ce qui m'intéresse le plus dans le sport. Les prospects, les aging curves, de savoir combien de temps ça prend à un combattant, là, d'être un produit fini, là, d'être à son pic athlétique, d'être à son pic. Combien de temps ça prend à peu près? 6 ans. 6 ans. 6 ans dans ta carrière pro, là. De 6 à 10 ans, c'est tes meilleures années. C'est ton pic athlétique. Dépasser 10 ans, c'est là que tu commences à drop un peu. T'as les combattants exceptionnels, les légendes de ce monde, les Lyoto Machida, les Anderson, les Georges Saint-Pierre, les Silva, les deux, là, les Anderson. C'est des gars qui ont réussi à prolonger leur carrière. 12 ans, 13 ans, 14 ans professionnels, puis à toujours être au plus haut niveau du sport. Même si GSP, entre toi pis moi, le monde n'aime pas ça, admettre ça, mais si t'es 100% honnête avec toi, après le combat contre Jake Shields, on l'a vu descendre de combat en combat. C'est bien battu contre Condit, mais c'était moins une belle performance que contre Shields. Ouais, non, je comprends. C'est bien battu contre Diaz, mais c'était vraiment moins bon que contre Carlos Condit. C'est Babi contre Hendricks. Je pense même pas qu'on a besoin de parler de ce combat-là. C'était vraiment moins bon que contre Diaz. C'était vraiment moins bon qu'à peu près toutes les performances qu'il a faites dans sa carrière. Peut-être sauf son KO contre Matt Serra en 2 minutes là. Mais... non, et puis, contre Bisping. Oui, c'est une grande performance qui a été chercher le comeback win, mais ça reste un comeback win. Ça reste qu'il commençait à se faire brûler. Il commençait à se faire pas mal brasser, là. Au moment où il a gagné ça. Fait que de 6 à 10 ans, c'est 4 ans, là. Ouais, c'est vraiment, là, c'est ton pic, là. C'est là, que c'est vrai que t'es à ton best. Heavyweight, par exemple, c'est une toute autre ordre d'idée. C'est une toute autre ordre d'idée. J'ai pas vraiment analysé, mais prends n'importe quel heavyweight, là. Verdum, ça se bat depuis des millénaires, c'est encore au sommet du sport. Overeem, ça se bat depuis des millénaires, c'est encore au sommet du sport. Arlovski, il se fait péter par les meilleurs au monde, mais si tu le mets contre un gars qui est pas dans le top 15, il va le battre par décision, mais il va le battre. T'es encore un des 15 meilleurs au monde. Combien t'as de dinosaures au top à heavyweight? Pis c'est des gars qui ont mangé des KO en plus pis tout. Fait que, si t'es capable d'arriver pis d'être bon heavyweight jeune, genre avant 30 ans, d'être un des meilleurs dans l'UFC, t'as 10 ans devant toi dans l'UFC peut-être, là.
C'est ça qui est nice pour toi. Puis en plus, les heavyweights font de l'argent, le gros, là. Ah, jusqu'à date, Surtout non. les heavyweights qui swing, là. Jusqu'à date, non, en tout cas. Non, On pourrait parler d'autres choses, là. ouais, On va ouais. changer de sujet. Ouais. Écoutez, j'ai mentionné dans l'épisode 3 que j'avais peut-être, genre, potentiellement une petite surprise pour vous pour l'épisode 4. Finalement, il y en a pas eu. Je voulais qu'on parle de tout ça quand même. Ce qu'on voulait faire, là, c'est qu'on voulait faire une first reaction du nouveau CD des Migos, Culture 2, la seconde culture. Et puis, Je me demande ce qu'ils vont cultiver cette fois-ci. ouais, mais c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pogné un 2 minutes le matin quand je me suis rendu compte que le CD avait 24 tonnes. Je me suis dit, c'est absolument impossible que ça soit écoutable. On Parce a, on a essayé de l'écouter, puis ça a fini qu'on a joué un agent. Ah ouais, c'est ça, mais au milieu du CD, on jouait un NHL, j'ai arrêté la caméra, j'ai dit, pis je m'en veux un peu pour vrai, parce que ça aurait été quand même drôle que vous puissiez, genre, nous voir, genre, tellement désintéressés envers un CD qu'on s'est mis à jouer un NHL. Donc, je voulais quand même, comme moi et puis Alain, on prenne un petit peu de temps pour parler de ce CD-là, parce que c'est un CD qui est impactful, gros, je te le cacherai pas, ils ont vendu 200 000 CD à leur première semaine. Oh. Ce qui, de nos jours, est absolument monstrueux, là. C'est gigantesque, là. T'as Kendrick pis Drake pis J. Cole qui vendent en haut de 300-400 000. T'as Kanye s'il pouvait faire ça normal, mais Kanye, devant ça, il te vend pas ça. Dans le fond, il te met ça sur Tidal, là, pis faut que tu le pirates de façon obscure si tu veux trouver sa musique, là, parce qu'il est trop on some next level shit, là. Mais ouais, man, c'est des numbers similaires à Jay-Z, man. C'est plus qu'Eminem. Il y a Outsell Eminem. Donc, les Migos, man, sont gigantesques dans la culture hip-hop, si on peut se le dire ainsi. No pun intended. Donc, qu'est-ce que j'ai passé de ce CD-là? Écoute, c'est une tâche, là, écoutez ça. Ah, non, c'est beaucoup de chansons, là, mais là, au début, je savais pas pourquoi il y avait autant de chansons. Lui, il m'a expliqué un peu pourquoi il y a autant de chansons. Si ça fait du sens, c'est une question de marketing, là. Exactement. Je veux qu'on revienne, peut-être, ça peut être un deuxième volet de la discussion, ça, là-dessus, justement. Okay. Parce que c'est clairement le but premier de l'album, là. On va revenir là-dessus. T'sais, il y a des bonnes chansons, cet album-là. Ce que je veux noter, là, pour vrai, là, c'est que parmi ces 24 tunes-là, il y a vraiment un excellent CD. Il y a juste 15 tunes de trop. Ou 11 tunes de trop. Peu importe. D'après moi, je pourrais sélectionner 10 à 12 chansons que j'aime, là, que je serais game d'écouter sans skipper. T'en ajoutes tout le temps une ou deux mauvaises tunes, c'est pas mal tous les albums, sauf pour ce qui est Kendrick Lamar pis ces gars-là, là. Donc, j'ajouterais peut-être une ou deux tunes moins bonnes sur le CD, genre mettons Walk It Like I Talk It, like Drake, là, qui vont juste dire Walk It Like I Talk It. Ça, c'est une tâche pour moi, écoutez. Ouais, ça c'est une tâche pour moi et tout, écoutez ça. Mais Feed Drake, un beat assez poppy, une tune que les verses sont bons, même si le refrain tue complètement la chanson, là. I don't care. Donc, I don't care if Drake's on the song. ouais, ben, It's not a good song. les charts care, le gros. Il a sorti 2 nouvelles tunes la semaine passée. Il a battu des records de streaming sur Spotify puis sur Apple Music. Puis sa tune a débuté numéro 1 au Hot 100 sur Billboard, man. A tassé Ed Sheeran, a tassé, je pense que c'était Camila, là, la fille de Fifth Harmony, qui était rendue numéro 1 avec une tune feat Young Thug. Bref. Il a tout délogé ça. Fait que Drake a réussi à starter sa tune numéro 1 des charts à sa première semaine. Fait que... Sûrement en train de slow singing. Ouais, je l'ai pas écouté la chanson, je pourrais pas dire. Je pourrais absolument pas dire, mais tu sais, fait que si c'est l'impact d'avoir Drake sur une tune, là, que Like It or Not, si on est en 2018, c'est ça qui arrive. Si Drake est là, ça va être une tune qui va jouer. Ouais. Donc, peut-être tu rajoutes une ou deux tunes que j'aime pas avec les 10-11 tunes que j'aime. Ça te fait un CD de 13-14 tunes comme Culture One. Pis tu sais, il y a des bangers là-dessus. Puis l'autre affaire qui me gosse, pourquoi tu mets toutes tes meilleures tunes à la fin du CD? Le gros, il est pas endurable, le CD. C'est littéralement pas endurable. T'écoutes là je pense les 18 premières chansons, là. Pis, je te le garantis qu'un moment donné, quand on jouait à NHL, j'ai skippé, man. J'ai checké sur mon iPod, puis je me suis rendu compte qu'on était 3 tunes plus tard, puis je m'en étais même pas rendu compte, parce que c'est tellement la même chanson à toutes les fois. Puis là, t'arrives à 19e, je pense, à 18e, là, t'as Motorsports. Là, celle-là, on la connaît, fait que là, ça change un peu le beat, parce que c'est une tune qu'on connaît. Puis après ça, Out of My Head, t'as Moving Too Fast qui est bonne, Work Hard qui est bonne, même si ça dure 5 minutes à des longueurs, Notice Me avec Pose qui est bonne, là, tu fais du bruit dans le micro, toi, arrête de jouer ça.
T'as Notice Me avec Pose qui est bonne. T'as celle avec 2 Chainz, le beat au saxophone qui est bonne. T'as les 2 dernières Top Down on the North puis Culture National Anthem qui sont probablement les 2 meilleures tunes sur le CD. Donc, pourquoi tu gardes ton gros beat pour la fin sachant que c'est impossible de se rendre jusque-là, le gros, parce que le CD est pas durable? Fait que moi, c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Si tu veux élaborer un peu ce CD-là, vas-y, ben j'ai l'impression que t'as absolument rien à dire là-dessus. Man. Ah non, c'est vraiment, je me demandais pourquoi que c'était aussi long pis qu'il y avait autant de tunes, pis tant qu'à y aller, tu skips ça en 2 CD, je sais pas, pis tu sais, ma moitié des bonnes sur un, l'autre moitié du mélange ça. Ben, c'est vraiment une question de cash, là, comme, tu streams ce CD-là, pis il rentre dans le background, mettons, pendant que t'as un barbecue cet été pis tout, mais tu sais que tu vas le streamer 25 tonnes, là, fait que ça lui fait plein de views. Exactement, man. Tu viens tout dire, il y a notre drette le point dessus. On est vraiment rentré dans l'ère du streaming. Tu sais, je viens de vous le dire, Drake, sa nouvelle chanson a battu des records de streaming sur Apple Music et sur Spotify, qui sont les 2 plus grosses plateformes de streaming. Puis automatiquement, elle est tombée numéro 1 des charts. La chanson, à sa première semaine, première apparition sur la charts, direct numéro 1. Oh, mais Donc, on est dans un ère de streaming. C'est ça qui compte pour les charts. C'est ça qui paye les artistes. Le streaming, ça les paye pas tant. Pour vrai, moi, je suis 100% contre ça, là. c'est plus le nombre de ventes, c'est le nombre de views. C'est ça qui est important. Oh, ouais, c'est ça. Parce que, je pense qu'un certain nombre de streams sur une chanson équivaut à une vente d'album. Ok. Donc, ils ont des milliards et des milliards de streams parce que tout le monde est rendu sur Spotify, là. Fait qu'avoir 5 milliards de streams, là, en un mois, là, c'est pas dur, même, quand t'es un des groupes les plus populaires sur la planète pis tout le monde sur la Terre écoute ton nouvel album de 24 tunes. Fait que, eux autres, ils font, c'est ça la nouvelle mode, man, c'est malheureux, et Ray Shremmerd viennent d'annoncer que leur prochain CD, ça va être un 3-disc CD, man. Qui veut entendre 3 disques de Ray Shremmerd? Personne, le gros, je te réponds à ça, personne veut entendre ça, le gros, là. C'est pas bon, Ray Shremmerd, là. Il y a 3 bonnes tunes dans leur carrière, je pense. Genre. 3 bonnes tunes. Ça joue dans un club, là, hey, God No Type, là, t'es genre, ah, c'est pas payé, ou Black Beetle, des affaires de même, mais tu vas-tu bumper un CD de Ray Shremmerd? Non. Puis en plus, je pense qu'ils ont dit c'est un CD de Ray Shremmerd, après un CD de Sway Lee, que ça va être poppy, là, ça va être genre du unforgettable, là, du début à la fin, là, genre 13 fois, puis tu vas avoir un CD de Slim Jimmy, qui va écouter ça? Personne sait c'est qui, là. Slim Jimmy, c'est le gars qui fait genre les ad-libs en arrière, ça. Ben, Slim Jimmy, c'est celui qui rappe, là. Ok. Tu sais, t'as Sway Lee qui chante, là, ils ont une petite voix chantonnante, pis t'as l'autre qui rappe, là, il se pète des pop verse, mais personne s'en rappelle jamais, il fait genre. juste des, genre des, Ouais, pis il turn up pas mal, là. Ouais, c'est ça, il fait le party, là. Ah ouais, fait que ça va être quoi, ça, des Slim Jimmy, man? Qui veut entendre ça? Personne, le gros. Mais c'est rendu là qu'on est, c'est live streaming. Plus que t'as de matériel à streamer, plus tu vas avoir de stream, plus tu vas être haut dans les charts. T'es payé sur tes streams, ton placement dans les charts, le monde va voir les charts. Hey, ça tourne là, numéro 5, je sais pas c'est quoi. Vont en voir sur Spotify, vont en voir sur YouTube, ça te fait des views partout, plus de stream, plus de stream, plus de stream, plus de stream, plus de stream. Tu te payes avec ça. Fait que c'est là qu'on est rendu, man. Fait que, oubliez ça, des bons CD, man, de 13 tonnes à Star, esti. Oubliez ça existera plus, man. On va être rendu avec des calices de CD de 45 tunes, là. Des affaires, man, que genre, tu vas enregistrer 60 chansons, man, tu prendras même pas la peine de dire, oh non, celle-là est ordinaire, tu vas juste tout calisser là-dessus parce que ça te fait des streams. Puis au pire, on va en mettre en 2 bonnes tunes, ça va faire le monde, s'il écoute ça en background, justement, à barbecue l'été, man. Ça va jouer, là, ça va jouer jusqu'à cet été, cette cochonnerie-là, le Culture 2, là. Oh, non. Ça va jouer jusqu'à cet été, le gros, là. Ça va jouer jusqu'après. Hey! Il y a des tunes de Culture 1 qui jouent encore. Slippery, Get Right With You, T-shirt, ça joue encore Bad and Bougie, ça joue encore dans les clubs. Ouais, c'est un an que c'est sorti, la ça. musique, ça a pas d'âge, first, là. Ouais, pis les Migos, man, c'est... Autant, le gros, là, je suis en train de un peu des critiquer, là, autant c'est un de mes groupes préférés des dernières années, pis oui, le son qu'on entend dans le hip-hop aujourd'hui, ce qu'on appelle le mumble rap, là, pis tout, là. C'est eux, man, qui ont créé ça, le Migos Flow, comment tout le monde rappe, là. Le ad-lib rap, là, des ad-libs après toutes les lines, pis tu sais, quand t'écoutes Walk It Like I Talk It, Walk It Like I Talk It pendant 45 secondes, c'est dur de pas penser à Lil Pump, là. Ah, c'est dur. Ça vient un peu tout de la même place, là. Tu sais, le gros, les OGs, là, du trap music, là. C'est ça, là, c'est Migos, c'est 2 Chainz, c'est Gucci, pis to a certain extent, Juicy J, qui est un gars de Memphis, fait que c'est pas le trap parce que c'est pas Atlanta, mais il est down with the shit, c'est un gars qui... Memphis pis Atlanta, c'est pas si loin, là, le Tennessee pis la Georgie, c'est quand même proche en termes de Tout géographie. du monde incroyablement brillant.
Ah ouais, ah oui, l'élite intellectuelle de la société. Ben, 2 Chainz, je le mets à part parce que 2 Chainz est brillant. Ouais, vrai, lui, il mais... fait semblant d'être cave, là. Lui, il a toujours dit, là, un gars intelligent peut faire semblant d'être cave, mais un cave peut pas faire semblant d'être intelligent. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait une petite game, là, lui, là. Ah, ben, 2 Chainz, gros, il a appris ce meilleur, là. Ah, lui, Dans le temps de Players Circle, là, ça faisait tout des tours avec le loin, là. Pis, tu sais, en termes d'être intelligent pis de passer pour un cave, tu trouveras pas mieux que le loin. Lil Wayne, probablement un des rappers les plus intelligents. Pour vrai, là. Ah ouais. Ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir sur un autre moment donné. Ah, il avait des bonnes notes pis tout, là. Il retenait ses tunes dans sa tête, tu sais, pis tout. Ah, exactement. Pas les écrire, mais sa mère voulait pas qu'il écrive, c'était pas des devoirs. Ouais, pis t'as-tu déjà entendu Lil Wayne référer au vagin de la même manière 2 fois? Non, c'est vrai. Pis est-ce qu'il y a une toune où Lil Wayne parle pas au moins 4 fois de vagin? Non. Lil Wayne a combien de tunes dans sa vie? Des milliers et des milliers. Ah, non, écoute, non, c'est sûr. le gars a littéralement 5000 façons différentes de parler d'un vagin, genre. Ah non, c'est ça, il est juste fou, là. Ouais, fait que, exactement, man. Donc, c'est ça, man. C'est un peu plate, un peu l'era dans laquelle on est rentré. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis contre le streaming. Je suis vraiment encore le gars. Checkez ça, on est deux de même, man. J'ai un iPod Nano, lui, il en a encore un plus vieux que moi, ici. on est des boys de même, man. Moi, je vais le dire ici, là, parlez-en pas, là, mais je télécharge ma musique. L'affaire, c'est que j'ai des artistes que j'aime. Je pense que le gouvernement nous espionne. Ouais, je pense que ça, il nous filme, le gros. Oh shit. Mais, ouais. Il y a, par exemple, des artistes que j'adore, que j'écouterai même pas leur album avant de l'acheter, là. Moi, j'achète Kendrick Lamar, J. Cole, Travis Scott, The Weeknd. J'achète Joey Badass à Star. Joey Badass, man, vraiment dans ça. Ouais. J'achète, je prends même pas le temps d'écouter, j'achète. Okay. Si je suis déçu, mais c'est mon artiste préféré. Okay. C'est correct, je l'ai. Tu sais, pis moi, quand j'achète un CD sur iTunes, il me coûte 10$. Il me coûte encore 10$ mon CD, là. Pis si je l'écoute 5 fois, c'est cet argent-là que j'ai donné à l'artiste pareil. Toi, si tu commences à streamer, là, vas-tu vraiment réussir à donner 10$ en streaming à ton artiste préféré? C'est considérant que pour faire une vente d'album, faut que t'écoutes à peu près 1500 fois une chanson, là. Est-ce que, mettons, c'est un CD de 13 tunes, est-ce que tu vas écouter ces 13 tunes-là 1500 fois en tout? Wow. Tu sais, il faut que ça soit vraiment un CD que t'écoutes pendant des années à tous les jours, là. D'après moi, le seul CD dans ma vie que j'ai écouté plus que 1500 fois au total. Carter 3. Non, man. Oh, Chance 3, man. Oh. Coloring Book, man. Ok. Coloring Book. Moi, ça serait le Carter 3, je pense. Ou Dark Side of the Moon, en fait. Ok. Mais Dark Side of the Moon, c'est un CD qui est court, fait que je sais pas, mais Dark Side of the Moon, ça fait des années que j'écoute ça au moins une fois par semaine. Puis Coloring Book aussi, j'écoute ça une fois par semaine depuis que c'est sorti. Parce que, gros, y a rien. Si t'es triste dans la vie, man, écoute du Chance the Rapper, là, tu vas arrêter d'être triste. On va finir, là. Donc, fait que c'est ça, man. J'aime mieux encourager mon artiste. C'est le dernier CD de J. Cole, j'ai pas trippé, mais j'y ai donné, man. Puis oui, le 10$ au complet revient pas à J. Cole. Mais je suis sûr qu'il y a plus d'argent qui revient sur une vente d'albums traditionnelle que sur des streams. Probablement. Donc, tu sais, pis mettons, Culture 2, là, j'allais downloader. Si je l'avais aimé, l'album, là, si je faisais, hey, ça, c'est un album que j'aime, là. J'aurais été de l'acheter. All American Badass, je l'ai downloadé l'an passé. Je l'ai écouté une fois, j'ai dit, aïe, c'est un des meilleurs CD que j'ai entendu toute ma vie. Ça, j'ai délité dans mon ordi pis je suis allé l'acheter. Parce que quand tu vois un bon album, si tu mérites, faut t'encourager cet artiste-là. Pis si Joey Badass vient à Montréal, je vais aller le voir. J'étais allé le voir au Metropolis d'ailleurs, des meilleurs shows que j'ai vus de ma vie. J. Cole, à toutes les fois qu'il va venir, je vais aller le voir. Même ça fait 45 fois que je le vois. Parce que c'est de même t'encourages ton artiste en allant à son spectacle, en achetant son album, puis en achetant de la merch. Ouais. Fuck le streaming, pour vrai, man. Ça, c'est des grosses compagnies comme Apple, comme Spotify, qui se font un paquet de blé pour sur le dos des artistes, puis qui sont main dans la main avec les labels. Puis, tu sais, là, la playlist Rap Caviar sur Spotify, que c'est là que tu vas pour découvrir le hottest rap, là. C'est sur cette playlist-là. Oh. C'est une playlist qui est générée par Spotify. Mais les labels donnent de l'argent à Spotify. J'ai un nouvel artiste, là, je veux promote tel single. Insère-moi ça entre Slippery de Migos pis Goosebumps de Travis Scott sur ta liste, là. C'est sûr que le monde va l'écouter, ça tourne. Fait qu'ils ont des streams, ça tourne, va devenir plus populaire des charts, va monter des charts, le monde va aller la voir sur YouTube, gagner du buzz, son artiste va venir big, le label va se payer avec cet artiste-là.
C'est tout ça à game, c'est une grosse game. C'est dégueulasse, man. L'industrie de la musique, là, c'est un des domaines les plus corrompus, les plus laids, man. Qu'il y a pas. Pis c'est triste qu'il y a des artistes qui sont pognés là-dedans. Pis shout out à Chance the Rapper, qui est un des 4 plus gros rappers dans la game, qui est 100% indépendant, qui est millionnaire pis qui a jamais vendu une chanson dans sa vie, là. Pis qui a gagné le Grammy du Best Rap Album pour un album qui était même pas en vente. Une mixtape. Wow. Yeah, man, c'est de même qu'on fait ça, mais des gars révolutionnaires, des visionnaires comme Chance the Rapper. C'est le même qui l'a fait. Ouais, Kevin Gates, man. Kevin Gates, le gars, il s'est Young auto-financé. Money voulait signer, Baby voulait signer, il a dit non. Kevin Gates, c'est sa vie d'avant, il a fait qu'il pouvait s'auto-financer. Fait que, c'est ce qu'il a fait. Puis, fait que, ben, tu sais, des gars, des visionnaires de même, parce que Kevin Gates fait son shit, man, mais pas plus impliqué que d'autres choses pour changer, genre, la culture, man. Chance, là, dès qu'il a la chance de faire une apparition publique, essaie de changer la culture. Convaincre le monde, man. T'as pas besoin, si t'as un talent, le gros, là. Avec ce que t'as aujourd'hui avec YouTube, là, ça te coûtera pas une scène de partir un compte YouTube, là. Pis ça va peut-être être rough au début, pis que je suis bien placé pour le savoir, man, YouTube, au début, ça fait chier, mon gars, là. Pis là, tu penses que tu peux te monétiser, pis t'arrives à ton nombre de views pis te monétiser. Pis le bag, finalement, il change les lois, il faut 1000 abonnés pis 4000 heures de visionnement pis des estis d'affaires de même. Pour empêcher, genre, les plus petits de faire de l'argent pis, en tout cas, YouTube's bad, man. Mais, ça te coûte pas une scène d'arriver là-dessus, pis si t'as un talent, le monde va finir par te trouver, man, pis le monde va finir, ça va peut-être te prendre du temps, mais si tu continues à foncer, pis Chance, il essaie de convaincre les jeunes à aller de même, pis c'est l'exemple parfait, man, de gars qui a réussi à monter son affaire, pis c'est un empire qui a cette heure, là, Chance the Rapper, là. Oh. C'est un intouchable, là, dans le rap, là. C'est un gars qui est jeune, là, ça a 23-24 ans, ça, le gros max, tu sais. Fait que, Best is yet to come, on s'entend, là. Moi, il me fait, c'est pas le même genre de folie, mais il me fait penser à Kanye, man. Quelqu'un qui va vraiment changer la game. Ouais, non, c'est ça. Pas de côté folie, mais de côté de... Ouais, il va vraiment... Laisser vraiment sa marque. Vraiment changer la game, uniquement. laisser sa marque, man. Tu vas avoir le pre-Kanye West puis le post-Kanye West. Puis tu peux être le plus gros Kanye West hater du monde, man. Tu me feras jamais dire qu'il y a pas un pre-Kanye West puis un post-Kanye West dans le rap, man. Ouais. Ça, on en a déjà parlé, man, quand on parlait du rap qui est rendu mainstream. C'est Ouais. beaucoup grâce à Kanye West, beaucoup grâce à Lil Wayne aussi. Mais Kanye a un gros rôle à jouer là-dedans. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est un gars qui est toujours présent, man. Qui est toujours... Tu sais, il put on pour la jeunesse, man, vraiment, Kanye. Tu sais, il a pas produit des beats sur le CD des Migos, il est sur la mixtape à Chance, fait des tunes avec du Schoolboy Q, YG, man, tu sais, certains des plus jeunes rappers, quand t'as le Kanye qu'au 5, tu le sais, t'es on. Ouais, non, ça, c'est sûr, là. Pis, c'est comme un peu le Drake Co-5, mais le Drake Co-5, c'est juste qu'il va up sur le remix de ta tune, va couper un de tes verses pour faire un verse où il copie ton flow, pis ta tune va devenir populaire, pis lui, il va en bénéficier, là. Il doit te charger cher pour ça. Drake, c'est le Conor McGregor de la danse, c'est vrai, Drake, c'est le Conor McGregor de la musique. Il a changé la game, mais il l'a juste fait pour lui. Il a pas fait ça pour personne d'autre. Kanye West, Chance the Rapper, il a changé la game, mais oui, il s'est mis riche dans le processus. Mais Kanye, quand tu l'entends parler, man, c'est un gars qui a des idées pour... Ouais, c'est pas pas juste dans le domaine de la musique, là. Lui, il aimerait ça changer la manière dont on vit, là. Vraiment, dans tous les aspects. Puis oui, il a peut-être pas la manière la plus habile, des fois, de présenter ça pis tout, mais c'est ça qu'il veut pareil, Kanye. Pis c'est un visionnaire, man, pis on est tellement bon pour divaguer, hein. Ah, mais c'est ça. C'est nice, mais j'aime ça, Oui, une conversation, c'est le fun. Mais, ça fait Joe Werner qu'on est là, je voulais qu'on aborde le dernier sujet qui est un must. Parce que c'est en fin de semaine. C'est la Super Bowl. Oh, La yeah. Super Bowl. Hey, man, depuis qu'on a fait, depuis qu'on a parlé qu'on n'écoutait pas le football pis tout. J'ai full écouté le football. J'ai full écouté le football Moi et tout. Ça veut dire que ça m'a donné envie, j'ai remis Madden dans mon PS. J'ai commencé une discussion à Madden. J'ai écouté les games de foot, man. J'ai checké Patriot faire un comeback l'autre jour. C'était complètement épique. J'étais content. J'ai appelé tout mon monde après pour les envoyer chier pis leur dire, hey, ma gang de clowns, les Patriots ont encore gagné. Best team in sports. Best heel in sports. Si vous pensez qu'ils vont perdre le Super Bowl, vous êtes mongol parce que s'ils sont pour perdre, ils vont tricher. Non, écoute ben. Check ben. They'll cheat, man. T'as-tu vu tout le nombre de vidéos qui sortent en ce moment, là? Même le ref qui célèbre avec Tom Brady Ouais, je sais, après. c'était écœurant, Là, C'était écœurant, mon gars. je vous le dis. C'était écœurant. Allez mettre de l'argent sur Eagles.
il y a tellement d'affaires qui est sorti en ce moment à dire que les Patriotes trichent, que genre, ils se donneront pas le droit de gagner. Ils vont perdre par exprès, man. J'en suis convaincu, juste pour essayer de baisser un peu les charges, que tout le monde se dit, ah, c'est des tricheurs, c'est l'épée, c'est... Moi, je suis un des premiers embarqués dans le bateau à dire que c'est des crottés pis des tricheurs pis des pas bons. Mais, le commissionnaire de la NFL, il a utilisé l'exemple de la lutte tabarnak. Oh, désolé mon langage. Vas-y. Il a dit, y a pas personne qui est fâché de voir Undertaker être 20-0, 21-0, whatever what 0 à WrestleMania. Tout le monde sait qu'il va se présenter à WrestleMania pis il va gagner. Mais tout le monde sont contents pareil. Fait que pourquoi que le monde serait pas content si Tom Brady gagne 32 fois le Super Bowl? Mot pour mot, il a dit ça de même. Je capotais. Goodell, il est with the shit, man. C'est bourré. Il est justement with the shit, man. Ils sont tous dans gamine, mon gars, c'est écœurant. C'est pour ça que les Patriots vont gagner. Non, parce que... ils peuvent pas gagner, parce que sinon ils vont trop prouver que c'est des tricheurs. Ils vont être obligés de le laisser, celle-là, c'est un Super Bowl. Je suis quasiment convaincu qu'ils vont laisser ce Super Bowl-là, juste pour calmer le monde. Mettez de l'argent, c'est Eagles. Tom Brady, ça vient vieux, pis il gives no fucks, man. Il veut juste avoir autant de bagues que de doigts, là. Pis il s'en fout, lui, le gros. Il veut pas que ça paraisse bien. Gros, il y a des vidéos des arbitres qui célèbrent un peu, là. C'est genre le plus gros meme dans le monde du sport, là. Il y a plus de cachette là. C'est ça, Ben. Mais comment tu peux les aimer encore? Gros, Ben, moi, j'ai toujours pris pour les Patriotes, là. Je suis juste un gars loyal, man. Sauf les Canadiens, les chier, les Canadiens, gang de traîtres! Moi, j'étais un gars qui capte gros, les affaires. J'ai gros des, tout de suite, les Patriots, je les ai haïs from day one. Je savais qu'il y avait de quoi de louche avec eux autres, genre. C'est ton third eye. Quand j'ai commencé à écouter le football, là. Woke panda. Hey, je sais pas, là, mais tout de suite, un mauvais feeling. J'ai toujours, from day one, j'haïs les Patriots. Puis, j'ai jamais été plus content d'être un hater des Patriotes qu'en ce moment. Gros, t'es trop woke, man. C'est ça qui arrive. T'es trop woke, man. Moi, j'étais un sheep, man. Je suis oblivious à tout ça, man. Je vois rien de toute cette tricherie. Non, moi, gros, je sais pas, man. J'ai trop... Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, là. C'est vrai, man. Ils ont triché, pis tout. C'est cave, là. Dans un sens sportif, c'est absolument anti-sportif. C'est complètement ridicule. Mais quand tu check Tom Brady jouer d'une manière ou d'une autre, tu peux pas dire que c'est pas un des meilleurs coachs de l'histoire de la ligue. Tu sais, ils ont bien beau avoir dégonflé le ballon une fois, mais au Super Bowl, quand Tom Brady puis Julian Edelman, ils ont décidé qu'il y en avait assez, le gros, là. Ils ont remonté ça, man, pis je pense pas qu'ils ont fait rien de flagrant pour tricher, là, pis les arbitres, ils ont pas donné des calls, tu sais, c'est vrai que cette année, c'est raide, par exemple, là. Cette année, les calls que les arbitres font en faveur des Patriotes, des fois, mon gars, là, tu sais, juste la dernier match que j'ai écouté qui a fait une remontée, là, tout, contre les Jags, là, il y a un catch de Amendola que, il a pogné le ballon, il a perdu le contrôle, ça a touché à terre, il a repris le contrôle, pis, tu sais, il y aurait eu, moi, si j'avais été un arbitre, juste pour être fair, j'aurais été voir le review. Juste pour être sûr. Parce que oui, c'est peut-être un catch, c'est peut-être pas un catch non plus. On le lever au ralenti que c'était peut-être pas un catch non plus. Mais il y a aucune question qui s'est posée là, ils ont pris ça le ballon là, pis let's go first down, play ball, là. Hey, juste, on recule un peu contre les Seahawks, ok? Si les games sont pas arrangés d'avance, s'ils sont pas rigged, s'il y a pas plein de tricheries pis qu'ils savent pas au début qu'il va gagner comme à la lutte, là, pourquoi que si t'as le meilleur porteur dans la NFL pis t'es à une verge de gagner le Super Bowl, tu lances le ballon comme une dick dans les mains du défenseur. Ouais, pourquoi tu fais même juste essayer une passe? Tu devrais même pas essayer. T'as le meilleur porteur, t'as Beast Mode. Give him the ball and make the points and win the game. Il a pas le droit de gagner. C'était rigged from the start. C'est tout. Oui, gros, là, pour être franc avec toi, on dirait que c'est pour la même raison que je pense que c'est pas arrangé. Parce que, genre, tu sais, je comprends que généralement ils prennent le monde pour des caves, mais tu peux pas prendre le monde pour des caves de même. Si t'es pour trick la game, là, si t'es pour faire un move qui va te faire perdre la game, là, faut vraiment que tu fasses ça plus subtil que lancer la ballon des mains du gars, gros, à la ligne d'une verge. C'est genre,
Ça, c'est probablement le worst call in football history. Puis je peux pas m'imaginer que ça pouvait être prévu de même. C'est impossible. Ouais, ben peut-être qu'il pensait pas qu'il était pour se rendre à la ligne d'une verge, pis que rendu là, t'as le coach dans ton headset qui est comme, yo, give the fucking game away! Give the fucking game away! Pis c'est rien que toi qui entends ça. Le meilleur porteur de ballon, man. Tu lui dis, tu l'échappes, le gars. Tu échappe la calice de balle. Tu lui donnes à beast mode, pis échappe la calice de Tu parles balle. d'un gars que la seule façon qu'il a pas joué avec des souliers en or, c'est parce que la commission, il a dit, tu joues pas à game. Parce qu'il a demandé, c'est quoi, tu veux me biller 500 000? Parfait, m'a te donné 500 000, je joue avec mes souliers en or, je m'en encore. OK? Penses-tu que tu vas dire à ce gars-là, échappe la balle, il va l'échapper? C'est sûr que connaissant le comportement de Marshawn Lynch, sûrement pas, là. Il l'échappera pas à la balle, man. Ben, tu mets ton deuxième porteur, là, dans ça. Tu comprends? C'est encore plus flagrant comme move. Y'a pas le choix. Ben non, je te ben, dis. c'est le move le plus cave de c'est- l'histoire, là. Ouais, mais ça, c'est là. ça, c'est Ça cheaté, peut man. pas être, tu peux pas rig une game, Ben, ils l'ont fait. puis la finir sur fois un une move fois. cave de même, le gros. Ben, peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient pour lancer une interception avant ça, sans trop que ça apparaisse, hein, puis que ça a fini qu'ils ont avancé, puis que, tu sais pas, peut-être que son receveur qui est censé en laisser passer un dans ses mains, ben, il a dit, fuck you, on va gagner ce game-là, je m'en fous de qu'est-ce que le commissionnaire dit, je m'en fous de qu'est-ce que le coach dit, peut-être, tu comprends, il y a peut-être des change of hearts qui se font, les gars, ils veulent la gagner, ce game-là, là. Non, t'as c'est quoi, ça, là? tu l'as gagné. Hey, toi, dick move, mon gars, ben, l'autre, Einville, David, that's cheating. Ah, gros, pour vrai, man. Si j'apprends un jour que c'était Rick, je vais genre vraiment être déçu. Pas que ça a été Rick, mais genre de la manière qu'ils ont fait ça, man. Tu sais, j'ai l'impression que je suis tout le temps la même affaire, mais moi j'aime la lutte, le gros. Ah, ben, c'est sûr. La lutte, c'est rigged, là. T'aimes la lutte, t'aimes le football, là, Star. Gros, la lutte, c'est rigged, man, pis il essaye au moins de t'arranger ça pour que des fois, ça soit un peu believable, tu sais. Ah, ben, ça, Fait que si tu rig une game pis tu fais ça de même, le gros, là, c'est dégueulasse, le Ouais, gros. mais pourquoi ça serait pas ça? Parce que Russell Wilson, gros, oui, j'aime ça rire de Russell Wilson tu sais, c'est le gars, le gros. C'est le d'autre qui a marié Poubelle à Future, là, entre toi pis moi, là. J'ai pas une grande estime à Russell Wilson, là. C'est le gros, là. Fait que, non, moi, je pense que Russell Wilson, c'est un tata, man, pis je pense que son coordonneur à l'attaque ou tout, c'est un esti d'imbécile, man, pis je pense qu'ils ont vraiment, là, été trop loin dans, tu sais, t'as fait de la psychologie, là. T'as allé trop loin dans la psychologie. Le genre, t'as te dire, hey, on a le meilleur porteur de ballon, là. Ils s'attendent tellement à ce concours que Checkson va lancer. Mais que c'est tellement poussé fucking trop loin que ça a fini en move de cave de même. Parce que, oui, ils s'attendent à ce que tu cours. Mais tu peux pas rien faire d'autre que courir. Tabarnak, t'es en ligne d'un pis t'as beast mode. Ben, moi, je pense qu'il pensait peut-être que il était pour perdre, pis que là, ben, non, ok, on va gagner, pis on peut pas gagner, fait qu'il faut faire de quoi de cave. Ah, c'est pas qu'ils veulent pas gagner, parce que les Seahawks en ont gagné des Super Bowl tout, man. Pis mal, tu sais, oui, les Pats, c'est l'équipe préférée de la ligue, mais ils ont d'autres crises de bon marché, man. Ouais, mais dans la comme- ligue, pis le- Seattle, le- ça en est un. Roger Goodell, là. Ah, ça, c'est un câble, là. Lui, il a J'ai même pas l'air, envie de parler de ce gars. il a l'air de triper ben raide sur la lutte, là. Il est tout le temps en train de faire des références à la lutte. Tu sais quoi, la lutte? The good guy mange une volée pendant 20 minutes, ok, il se fait pitcher partout, pis à un moment donné, oh, hey, il shake les Ben, cordes. John Cena, Ah, un push, shake les un cordes, push, crie à la spinning crowd. powerbomb, Pop, you can pop, see me, ah, aussi. Pou, pop, pèse une troisième corde, descend du coup, teint-toi le câble, ding dong, 1, 2, 3, il gagne, c'est tout le temps de même, là, gros. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté la lutte, mais je te garantis, c'est qui est hot à la lutte en ce moment, là? C'est qui le good guy, mettons, le babyface qui est hot à la lutte, là? Ah, le gros, là, c'est rendu vraiment plus compliqué que ça, là. Ok. En tout cas, si Mais, un babyface, t'sais, il va m'en voler pendant 20 minutes pis il va gagner à la fin. Sans fois, le top babyface, gros, c'est Roman Reigns, ok? Pis, l'affaire, c'est que, genre, tout le monde s'en crise de lui. Personne veut que, tout le monde a des lutteurs qui aiment mieux. Ils veulent que ce soit, mettons, Finn Balor ou Nakamura ou AJ Styles. Ils veulent que ce soit eux les main eventers. Mais genre, Vince McMahon pis la WWE, ils se sont mis dans la tête que eux autres, leur guy, là, c'était Roman Reigns. Fait que là, Roman Reigns, il a tous les plus gros combats, il se bat genre main event de WrestleMania contre Brock Lesnar, là. Pis s'il est pas champion, il est toujours number one contender pis il se bat pour la belt pis c'est tout lui qui a les grosses opportunités pis tout.
pis il est booké comme étant le babyface, justement, le gars qui se fait péter la gueule, pis oh, là, il fait un comeback, pis non. Mais il se fait boo out of the building dès que sa musique touche. Il y a pas un partisan qui veut rien savoir de lui. Oh, ouais. Mais Vince, il se dit, ah ouais, moi je le book comme un face, c'est une réaction de heel, mais une réaction c'est une réaction. Pis c'est un des gars qui a le plus de réactions dans toute la compagnie, parce que personne veut le voir là, fait que tout le monde l'a eu constamment. Fait que c'est le gars qui a la plus grosse réaction pareil. Fait que c'est ça, là. C'est pour ça que la lutte, c'est rendu dur à écouter, là, c'est Tyson, pour vrai, là. C'est rendu dur à écouter. Mais, ouais, man, c'est vrai, man, que Roger Goodell, c'est tout qu'un homme, ça, pis, gars, il y a clairement du gros favoritisme envers les Patriotes dans ce ligue-là, là. Couche avec Bill Belichick, toi, c'est direct ça qui se passe, là. Hey, Bill Belichick m'a tellement fait rire cette semaine. C'est qu'il a fait. Tu sais comment que ce gars-là, il a genre aucune personnalité, là. Pis genre, il est en entrevue, là, au Media Day du Super Bowl pis tout, pis tu sais, oh, Bill, tu sais, c'est comme ta 1500e présence au Super Bowl. Il dit, ben, comment ce Super Bowl-là est différent des autres pour toi? Il aurait répondu, ben, ouais, il est différent parce que c'est au Minnesota, là, c'est pas la même place que les autres fois. C'est littéralement la seule différence pour lui, là. C'est au Minnesota cette année, là. C'est pas à San Francisco ou Los Angeles ou à Miami ou... It's just another ring. Oh, ouais, le gros, c'est ça, man, ça va faire. Je vais pouvoir donner même cette bague-là à mon petit cousin, du côté de ma grand-mère. Qui a du Down syndrome, genre. Oh, c'est ça, non, même pas, le gros. Juste, il y a tellement de bagues ici, il en a donné à toute sa famille, il est rendu des petits cousins éloignés, man, de Chibougamau, man. Fait que, je pense que c'est assez, là. Oh, ça, non, c'est fait, le gros. Ça l'allure. C'était un bon show, ça, je pense. C'est un bon show, man. Puis c'est quand il commence à avoir du monde qui écoute un peu le show. Non, tranquillement pas vite. Ouais, alright, Kiss. En tout cas, merci le monde qui écoute le show. Non, c'est le fun, man. C'est le fun de voir qu'il y a au moins quelques personnes, genre, qui nous laissent des commentaires. Ouais, si vous êtes 2-3 qui laissent des commentaires, 2-3 qui écoutent, hey, c'est 2-3 qui écoutent, regarde. Ah, c'est hot, man. C'est ça qu'on veut, faire découvrir le podcast. Et je vous suggère, man, si vous aimez ça, pour vrai, montrez-le à vos amis, man. Ayez pas peur, pour vrai. C'est de quoi, écoutez, tu sais, justement, c'est un job qui est un peu laissé à toi-même, pis que, genre, il te manque un peu de conversation, whatever, genre, tu peux nous écouter, des choses comme ça, tu sais, c'est... Ça, on fait ça bien chill, là. Exactement, man, pis je pense qu'on est du monde quand même relatable, man, pis on est du monde le fun, fait que montrez ça à vos amis, pour vrai. Si vous appréciez le podcast, ayez pas peur, partagez ça au max. Parce que veut pas, ça ne cachera pas le but. C'est d'avoir une audience un jour, avoir plusieurs personnes qui écoutent ça, parce que, tu sais, ça serait le fun de pouvoir faire des lives avec vous autres un moment donné. Ouais, non, on est là, on a notre setup, on part le podcast live, telle date, telle heure sur YouTube, pis c'est sûr qu'on le sort par après sur iTunes, sur Stitcher, toutes les places, mais sur le moment, en live, vous pouvez être là, vous pouvez être dans le chat, participer avec nous s'il y a des suggestions on the moment pis ça nous intéresse, on part là-dedans, vous savez, on est bon pour divaguer, là, on passe sur un sujet pis on finit sur un tout autre sujet, donc on one take ça tout le temps en plus, fait que on pourrait faire du live, c'est juste qu'on fera pas du live, tu sais, faut monter un petit fanbase pis après ça on start le live, là. Exactement, donc c'est ça qu'on cherche à faire. De toute façon, on est conscient que les internets c'est grand, c'est le fun, c'est accessible à tout le monde, mais nous autres on drop du contenu sur les internets, puis faut que le monde le trouve, le contenu. Fait que c'est vous, les gens qui écoutent ça chaque semaine, qui aiment le podcast, c'est vous qui vont pouvoir nous aider à rendre ce contenu-là plus disponible à plus de gens. Plus qu'on est de fous, plus on rit, un moment donné, on va pouvoir se faire des lives. Un moment donné, s'il y a des auditeurs là qui ont des affaires intéressantes à dire, qui sont spécialisés en telle affaire, on peut les amener de site, les planter dans le milieu, pis on jase avec vous. C'est vraiment ça qu'on veut faire, de quoi de bien casual, de bien open. Donc, ça conclut le 5e podcast. Je commence à checker tranquillement, pas vite, pour des invités, man. J'ai eu des discussions avec plusieurs personnes. Je vous dirais que le seul hic pour le moment, c'est un 3e micro, là. C'est ça que ça, c'est ça que ça prend. J'en ai commandé un sur Amazon, finalement, lui qui est arrivé, c'était pas ça qu'il me fallait. Fallu que je le retourne pis tout. Fait que, pas rentrer dans les détails. J'ai un 3e micro qui est on the way. Quand il va arriver, j'aimerais vraiment ça amener des invités ici. Moi pis Adam, on a discuté avec des gens. Déjà, il y a des gens qui sont intéressés. J'aimerais savoir, pour votre part, qui vous aimeriez voir au podcast? Allez-y, man, n'importe qui. C'est sûr que si tu me dis Arnold Schwarzenegger, je te le garantis pas avant 2-3 ans, mais n'importe qui, c'est la scène MMA québécoise, Adam connaît du monde, je connais pas mal de monde, on peut essayer d'amener ces gens-là, planifier une date, au pire, s'ils sont pas capables de venir ici, on le fait par correspondance, on met leur face dans mon écran d'ordi par Skype, pis on jase avec eux, pis
On arrange de quoi? On arrange de quoi pour faire ça de même. Donc, suggestions d'invités, suggestions de choses à faire pour le podcast. Nathaniel Simon nous en a donné une bonne. On va revenir avec ça dans les prochaines semaines, si on vous le garantit. Continuez de donner des suggestions, posez des questions, donnez des commentaires sur le podcast. Laissez un like sur la vidéo. Panda a faim. Laissez les commentaires, c'est sur YouTube. Le podcast, je vous le dis, il est sur Stitcher, il est sur iTunes. L'expérience optimale pour vous, on se le cachera pas, c'est sur YouTube parce que vous avez le vidéo. Puis je vais vous avouer qu'une de nos lacunes en ce moment, c'est qu'on n'est pas encore super conscient des fois du fait qu'il y a du monde qui nous écoute juste audio, fait qu'il y a des fois qu'on se fait des simagrées, qu'on se dit des affaires, puis si vous voyez pas le vidéo, vous comprenez peut-être pas tout le contexte. Je me suis rendu compte de ça en écoutant justement notre podcast sur iTunes, je l'ai entendu, puis là je fais telle affaire, puis je mentionne pas c'est quoi l'affaire que je fais, puis je suis en train de le faire parce que je me rappelle dans la vidéo. Ok, ouais. Fait que ça, c'est de quoi que on va continuer à travailler, mais si vous voulez l'expérience optimale, c'est vraiment sur YouTube, vous allez la trouver. Québec MMA, la chaîne, abonnez-vous à ça. Le podcast sort à toutes les semaines, samedi, à midi. Ça conclut pour nous, man, avant de m'éterniser dans un outro qui dure des millénaires. Moi, c'est Faberglass, MMA Talks sur Facebook, c'est là que vous allez me trouver. Je couvre toute l'actualité, UFC, TKO, MMA, la discussion, tout, man, tout. Fait que, je suis là, suivez-moi à cette place-là. Ada Daichka, Kung Fu Panda, sur Facebook, c'est sa fanpage, allez liker ça, va venir au courant de toutes les actualités dans le futur, ses prochains combats, si jamais des fois il y a des événements avec ses commentaires, des choses comme ça. Donc, c'est tout là qu'on se tient au courant de ça pour suivre les développements de la carrière d'Ada Daichka sur Ada Daichka Kung Fu Panda sur Facebook. Aussi, le podcast est sur Twitter, le podcast est sur Instagram, le podcast. J'aime ça mettre des petites vidéos d'extraits de la semaine pour faire des petits teasers pour ceux qui ont pas vu les épisodes complets. Donc, allez voir ça sur Instagram. Ça conclut pour nous, guys. Le 5e podcast is in the bag. Yes. Podcast 5 in the bag, yeah. On va... And counting, man. Mais ouais. 5 and counting. Excellent, ouais. On continue ça, man, à toutes les semaines.